Bienvenue dans Les Invisibles, le podcast de TV Monaco qui met en lumière les femmes et les hommes de l'ombre du sport, de la principauté. Dans ce podcast, je donnerai la parole à celles et ceux qui travaillent avec les athlètes, avec les clubs, mais aussi au sein même des compétitions et des événements sportifs de Monaco. Projecteur, micro tendu à celles et ceux que l'on n'entend jamais ou trop peu. C'est parti pour Les Invisibles. Qui dit sport dit forcément alimentation. Aujourd'hui, je reçois donc celle qui contrôle nos assiettes, qui inspecte la balance, mais surtout qui nous donne des bonnes habitudes. Mon invitée est nutritionniste diététicienne du sport, Séverine Olivier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Séverine, question traditionnelle des Invisibles. Parlez-nous de votre métier, nutritionniste du sport. Qu'est-ce que c'est ? Le métier de diététicien du sport consiste à accompagner le sportif dans sa recherche de performance et tout en respectant la protection de sa santé. Dans son quotidien, c'est s'assurer d'un apport énergétique suffisant pour satisfaire à sa dépense énergétique, qui est augmentée donc par la pratique d'une activité physique intense, particulièrement chez les enfants adolescents qui ont aussi une dépense d'énergie liée à la croissance. C'est aussi mettre en place une stratégie nutritionnelle péricompétitive. Donc concrètement, c'est qu'est-ce que je mange avant une compétition, pendant la compétition et juste après aussi pour la récupération. C'est optimiser sa récupération à la fin des entraînements pour pouvoir enchaîner, on va dire, sa charge d'entraînement on va dire quotidienne et ses matchs le week-end ou ses compétitions le week-end. Ça va être également, notamment chez les enfants, de répondre aux besoins nutritionnels de nutriments essentiels. Donc je cite l'enfant parce que, par exemple, on va être particulièrement attentif à la couverture en calcium, vitamine D, fer, acides gras essentiels. Et également, on a aussi un rôle un rôle de prévention, notamment vis-à-vis du dopage, par exemple l'utilisation des compléments alimentaires. Et également ce fameux syndrome RED-S, qui est en fait un syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport et qui en fait expose les athlètes à des conséquences aussi bien sur leur performance que sur des conséquences néfastes, bien sûr, sur leur performance et sur leur santé, du fait d'une faible disponibilité énergétique. Donc la disponibilité énergétique, c'est l'énergie consommée par l'alimentation, à laquelle vous retirez l'énergie dépensée par l'activité physique. Il reste une quantité d'énergie qui est disponible pour l'organisme et qui va donc parfois être insuffisante. Et si cela perdure dans le temps, ça aura des conséquences sur la santé et les performances de l'athlète. Vous disiez donc vous êtes diététicienne, nutritionniste. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Quelle est la différence ? Alors, nutritionniste, c'est plus un qualificatif. On peut être diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste. Plus simplement, une personne qui se qualifie de nutritionniste, on ne pourra pas conclure s'il est diététicien, médecin ou autre. Donc, c'est important d'avoir bien cette différence-là. De par l'explication donc, de votre métier, on a compris pourquoi il était important pour un sportif de venir chez un nutritionniste. Pourquoi ça a pris une telle place aujourd'hui ? Pourquoi c'est si important pour les sportifs d'être suivis par un nutritionniste ? Alors je pense que la nutrition aujourd'hui fait bien partie des facteurs de performance, très clairement, et aussi de protection de la santé, comme je le disais. On a aussi beaucoup plus d'études qui montrent la pertinence, on va dire, de la nutrition dans la recherche de performance et dans la prévention aussi de blessures ou, comme je le disais, de conséquences néfastes sur la santé du fait, par exemple, d'apports énergétiques trop faibles. Comment est-ce que vous dressez les bilans avec les sportifs ? Comment ça se passe ? Alors, on va faire une première consultation de bilan au cours de laquelle je vais évaluer un petit peu les antécédents médicaux s'il y en a, des allergies éventuelles, des allergies alimentaires connues. Je vais regarder le bilan biologique également pour vérifier notamment s'il n'y a pas de carence en fer, ce genre de choses. On va ensuite pouvoir faire un bilan de composition corporelle, c'est-à-dire utiliser soit une pince à pli cutané pour mesurer le pli cutané, donc la masse grasse, soit aussi la méthode par l'impédance-métrie pour mesurer plutôt la composition corporelle, masse musculaire, masse grasse et aussi hydratation. Et on va pouvoir bien évidemment passer à tout ce qui est évaluation alimentaire, donc aussi bien qualitative que quantitative, pour évaluer les habitudes de consommation, l'hydratation aussi,
du sportif dans son quotidien, mais également pendant l'activité physique. Et aussi par rapport à la façon dont il va aborder ses compétitions. Parce qu'on a, pour chaque discipline, une spécificité pendant la compétition. Par exemple, on pourrait enchaîner plusieurs tournois ou plusieurs combats, par exemple, je pense au judo, et où on ne peut pas aborder la compétition de la même manière que par exemple pour un match de foot, par exemple, où on va avoir une heure de début qui va être fixe et on sait qu'après il va y avoir, sauf prolongation, demi-temps. D'accord, c'est très précis. Donc oui, il y a des spécificités par rapport à certaines compétitions et certaines disciplines, et c'est là aussi qu'on va accompagner le sportif à vraiment définir une stratégie, je dirais, nutritionnelle péricompétitive, où on va pouvoir vraiment, en fonction des horaires et du déroulement de sa compétition, l'accompagner. Est-ce qu'il va avoir le temps de prendre un repas et d'avoir un délai suffisant pour digérer, ou est-ce qu'il va falloir passer sur une ration d'attente pour toujours s'assurer qu'il ait des réserves de glycogène optimales au moment du départ. Au moment du bilan, je pense que ça a dû arriver, il y a des athlètes, des sportifs qui arrivent en méforme. On fait un petit cas pratique, je reviens de vacances, je me suis lâché complètement, j'ai pris 6 kilos en vacances. Comment ça se passe quel va être le processus pour revenir à ce qu'on appelle le poids de forme rapidement? Oui, alors ce qui est plutôt bien, c'est quand on prend les choses le plus en amont possible et qu'on a un sportif qui revient juste en tout début de saison lorsqu'il recommence sa préparation et qu'il y a encore des entraînements qui sont progressifs, avec aussi la possibilité de faire un peu de course à pied. Là, on va pouvoir ajuster en fait, et c'est là où en fait on périodise. On parle maintenant de périodisation des apports chez le sportif, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer les apports, aussi bien énergétiques et surtout glucidiques et protéiques, en fonction de la période donnée, mais aussi en fonction du contenu de la séance. Si c'est par exemple une séance de renforcement purement, ou si c'est une séance qui va être plutôt dédiée à du fractionné, du jeu, par exemple, je pense encore au football, qui va être très déplétant pour les réserves de glycogène. On n'aura pas forcément, on devra adapter les apports. Voilà. Donc quand on fait ce genre de manipulation sur la composition corporelle, c'est-à-dire clairement un sportif qui arrive avec trop de masse grasse, on va en fait ajuster ses apports, périodiser ses apports de façon à diminuer un petit peu l'apport calorique, mais modérément, puisqu'il s'entraîne. Et par exemple, de se mettre sur des apports en glucides qui ne sont pas des apports optimaux pour rechercher la performance et pour optimiser la récupération. Et ce qui viendra après, lorsqu'il aura atteint son poids de forme, on modifiera donc ces apports-là. Et souvent, on a besoin d'augmenter, donc sous réserve bien évidemment qu'on ait bien vérifié le bilan rénal, etc. On adapte aussi les apports en protéines qui peuvent être majorés en période de restriction calorique. On a bien sûr des grammages à respecter par kilo de poids en fonction des disciplines, mais on sait que quand on est en restriction énergétique, on peut augmenter un petit peu les apports en protéines juste sur une période donnée. On parlait du poids de forme justement. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment ou c'est un mythe pour mettre des barrières aux sportifs justement? Non, il y a réellement un poids auquel le sportif est plus performant, bien évidemment, et surtout ce qu'on recherche, c'est pas vraiment un poids, mais c'est un rapport poids-puissance, et c'est pour ça que l'impédance-métrie peut être utile, ou au moins la mesure du pli cutané, pour se donner justement un peu une façon de l'évaluer en fait, tout simplement, et savoir à peu près où est-ce qu'il se situe le mieux. Quel discours vous avez auprès des sportifs? Est-ce que c'est plutôt strict en termes de nutrition ou vous êtes à l'écoute, vous êtes ouverte? Oui, alors pas du tout. Je ne suis pas du tout une diététicienne qui pratique la restriction calorique sévère déjà. Je me situe toujours dans la restriction calorique modérée et surtout en dehors d'une allergie alimentaire bien étiquetée. Ou par exemple d'une maladie telle que la maladie cœliaque, où là on sait qu'on a une exclusion du gluten stricte et à vie. En dehors de ça, j'estime qu'il n'y a pas à avoir d'interdit, justement, et que toute restriction alimentaire trop sévère ou tout régime d'exclusion trop important va forcément exposer le sportif à des troubles de la prise alimentaire qui pourraient évoluer vers des troubles du comportement alimentaire répondant réellement aux critères du DSM-5. C'est-à-dire qu'on a dans la bibliographie des auteurs qui décrivent ça comme un continuum, qui peuvent aller donc d'une alimentation optimisée du sportif avec des programmes d'entraînement adaptés, avec de possibles restrictions caloriques, mais comme je vous disais, modérées sur de courtes périodes parce que justement il doit se remettre au poids de forme, et qui en fait peuvent basculer vers potentiellement des troubles de la prise alimentaire,
mais qui ne sont pas encore des troubles du comportement alimentaire tels qu'on le définit dans ce manuel en fait statistique des maladies mentales et qui malheureusement après peuvent encore évoluer sur un vrai trouble du comportement alimentaire. Et c'est vrai que même sans être un trouble du comportement alimentaire avéré, ces troubles de la prise alimentaire doivent être traités. Parce que ça peut exposer, par exemple, le sportif tout simplement à des contre-performances, mais également à ce qu'on disait, des apports, une disponibilité énergétique trop faible, qui dans la durée peuvent exposer à de réels risques pour sa santé, et notamment chez l'enfant. Voilà, ça, il faut être extrêmement vigilant, parce qu'il peut y avoir des retentissements sur sa croissance et son développement, qui après peuvent être irréversibles. Est-ce qu'on peut expliquer quelle est la base de l'alimentation, de la nutrition sportive avant, pendant, après? Tout le monde n'est pas forcément au fait de ça, mais il y a des choses à respecter avant, pendant et après. Alors déjà, il y a une petite règle très simple qui, en général, c'est la règle des 3 heures. C'est-à-dire, à la fin d'un vrai repas, on préconise 3 heures avant de commencer un échauffement, histoire d'être vraiment, pour avoir assuré la vidange gastrique. Donc ça, c'est juste sur le plan pratique. Après, bien sûr, c'est s'hydrater correctement et très régulièrement pour arriver bien hydraté au moment de la compétition ou de l'entraînement. C'est quoi bien s'hydrater ? Alors, bien s'hydrater, c'est déjà boire suffisamment d'eau au cours d'une journée, je dirais une journée même hors activité physique, pour être sûr déjà d'arriver bien hydraté au moment de l'activité. Et après, au cours de l'activité, en général, de façon très générale, on préconise 500 ml par heure, mais bien évidemment, ces apports sont à ajuster en fonction, bien évidemment, des conditions extérieures, notamment l'été avec la chaleur, si c'est en salle, s'il y a un équipement aussi plus lourd, et bien évidemment, selon la durée aussi. On peut par exemple avoir besoin sur des triathlètes, des cyclistes, de boissons énergétiques, d'apports glucidiques, à ne pas confondre avec les boissons énergisantes. Voilà. Et donc ces boissons-là doivent être utilisées à bon escient. Alors je dis à bon escient parce que par exemple un sportif qui souhaite, on en parlait tout à l'heure, réduire sa masse grasse, on ne va pas lui préconiser de prendre des boissons énergétiques au cours de l'exercice parce que ça diminuera l'oxydation des graisses. Donc, en fait, voilà, tout est relatif et tout est à toujours reconsidérer, à remettre dans le contexte du sportif en fonction de ses objectifs. D'accord. Voilà. Mais admettons qu'on soit sur un sportif qui recherche la performance, qui soit à son poids de forme, voilà, sur un effort de longue durée, on va pouvoir le conseiller sur le choix d'une boisson énergétique. Donc, on va bien sûr essayer de choisir de préférence dans les boissons normalisées pour garantir l'absence de substances interdites vis-à-vis du risque de dopage mais aussi vis-à-vis du risque pour sa santé. Et puis ensuite, lui donner quelques informations pour qu'il puisse, et surtout des critères de choix pour qu'il puisse choisir ses boissons correctement parce que toutes ne se valent pas. Par exemple, on va préconiser l'absence de caféine, qui n'est pas recommandée au cours de l'exercice, ni avant ni pendant. Ou par exemple, la présence de 2 sucres, c'est-à-dire par exemple glucose et fructose, puisqu'on sait que ça va optimiser l'absorption intestinale, plutôt que du glucose seul ou que du fructose seul, qui pourrait d'ailleurs, le fructose seul, engendrer des troubles digestifs, s'il est consommé en trop grande quantité. Et bien évidemment, on va adapter aussi la concentration en glucides, donc en fonction de la température et en fonction aussi de l'intensité et de la durée de l'exercice et du type d'exercice. D'accord. Donc revenons maintenant au avant, pendant, après. Oui. Donc bien évidemment, si on considère la performance, ce qui est important, c'est les apports énergétiques, donc comme on le disait, mais surtout qu'on ait des apports en glucides suffisants. Parce que finalement, les apports en glucides déterminent les réserves de glycogène. Et ces réserves de glycogène, qui sont les stocks en fait, les stocks énergétiques dans les muscles, vont aussi impacter directement sur la performance. Voilà, donc ça, finalement, on voit en pratique un grand nombre de sportifs qui quand même essayent de gérer plus ou moins leur poids, que ce soit d'ailleurs les cyclistes, pas seulement les sports à catégorie de poids ou les sports à composante esthétique, on se rend compte qu'ils ont des apports glucidiques assez faibles. Quand ils veulent contrôler leur masse grasse, ils vont réduire vraiment les apports glucidiques, et souvent beaucoup trop, avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière, c'est-à-dire une restriction calorique un peu trop sévère, des réserves de glycogène qui ne sont pas bien rechargées, donc une fatigue, une baisse de performance et potentiellement un risque de blessure. Si j'ai bien compris, le fil conducteur sur tout ça, c'est les glucides. Les glucides, l'hydratation, voilà, je dirais en priorité. Donc ça va être de vraiment traduire pour nous, diététiciens du sport, un apport glucidique journalier qu'on aurait fixé en fonction donc, du sportif, de la période, de son besoin, etc., et de son objectif, comme on disait, selon s'il recherche la performance ou à manipuler sa composition corporelle.
Et on va lui traduire ça dans l'assiette, concrètement, en portions. D'accord. En répartition aussi, c'est-à-dire petit déjeuner, dîner, des collations, à quel moment, combien de collations, lui donner des équivalences aussi, pour qu'il puisse aussi pouvoir faire fluctuer varier ses menus tout simplement, et pouvoir aussi... l'idée, c'est de toujours rendre nos patients ou nos sportifs autonomes. Donc, pour moi, c'est important toujours d'expliquer le bien fondé des démarches et de leur donner aussi des informations et des outils qui leur permettent de faire eux-mêmes des choix éclairés. Donc ça va être par exemple, ça peut passer par la lecture des étiquetages. Comment on décrypte un étiquetage, on ne va pas juste regarder le Nutri-Score, on va aller lire la liste des ingrédients, on va regarder la déclaration nutritionnelle, comprendre par exemple, ça je pense aussi c'est très important pour moi de faire beaucoup d'informations sur les glucides. Voilà, parce que je pense que vraiment les glucides c'est comme je vous disais, c'est un facteur ça fait partie de la performance, mais souvent on a un petit peu l'idée que trop de glucides, on va prendre du poids. Donc ils ont tendance à réduire les glucides alors que ça va impacter sur leur performance. Donc c'est vraiment les informer sur le fait que les glucides ont vraiment leur rôle à jouer sur la récupération, la performance, mais qu'il faut juste périodiser les apports. Il faut juste que les apports soient bien en adéquation avec les besoins du sportif. Donc évidemment, un jour de repos n'est pas le même que on n'aura pas la même répartition alimentaire, les mêmes portions sur un jour d'entraînement, sur un jour de match comme sur un jour de repos. Refaisons un petit cas pratique, par exemple, demain matin, j'ai un semi-marathon. Comment ça va se traduire dans l'assiette concrètement ? Alors, sur un semi-marathon ou des épreuves qui ne sont pas très très longues, on peut juste commencer la veille à augmenter ses apports en glucides pour favoriser justement une bonne mise en réserve de cette énergie dans les muscles. Alors que sur des épreuves plus longues, comme par exemple un marathon, on pourrait commencer 2-3 jours avant. Donc là, il faut vraiment monter les apports en glucides de façon importante, mais il faut avoir quand même eu un petit entraînement avant, parce que ça peut avoir quand même des conséquences sur, par exemple, comme des troubles digestifs quand on n'en a pas l'habitude. Donc tout ce qu'on fait de toute façon comme stratégie nutritionnelle ou comme mesure diététique, on va toujours les essayer avant, à l'entraînement, pour s'assurer de la bonne tolérance et faire des ajustements éventuellement, si besoin. Donc concrètement, à partir de la veille, ça va être de manger plus de pâtes, plus de riz ou plus de produits céréaliers en général. Ça peut être des céréales de petit déjeuner, ça peut être d'ajouter du pain, augmenter ses pâtes, son pain, etc. On peut augmenter aussi l'apport un peu en fruits, on peut augmenter éventuellement, on peut aussi placer quelques produits sucrés, pourquoi pas, comme par exemple un riz au lait, une tarte aux pommes, ou bien d'autres choses qui vont en fait là se mettre au service du sportif pour l'aider à emmagasiner un petit peu plus de glucides dans une ration tout à fait équilibrée et diversifiée, pour pouvoir lui permettre d'augmenter son stock de glycogène la veille de la compétition. Et qu'est-ce qui va accompagner par exemple ces pâtes, ces glucides Est-ce qu'il faut aussi accompagner avec quelque chose ? Alors oui, bien sûr, ça va toujours être replacé dans le contexte d'une alimentation diversifiée qui sera juste hyperglucidique. Pour cet exemple-là. Donc on aura bien sûr une part de protéines de bonne valeur nutritionnelle, donc qui va se traduire par une portion de viande ou de poisson, des œufs, il va y avoir des produits laitiers, il y aura bien sûr des matières grasses pour les apports en acides gras essentiels, des légumes. C'est comme un ajustement, je dirais, c'est-à-dire on prend, on va dire comme un repas équilibré, diversifié de ce même sportif qui serait au repos, mais simplement on va hypertrophier la ration en mettant un peu plus de glucides et en diminuant par exemple des portions de légumes. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la ration, il y a un certain volume qu'on ne va pas pouvoir dépasser, mais on va simplement augmenter les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain, les fruits, un peu de produits sucrés, en diminuant un petit peu les légumes, mais en gardant toujours une ration de viande ou de poisson, des huiles, etc. Ok, et maintenant, après l'effort, parce que ça, on voit souvent aussi même des sportifs faire un bel effort et puis après se faire plaisir, aller au restaurant, mais il y a quand même une base aussi à respecter normalement dans la récupération. Oui, tout à fait. Alors on parle de fenêtre métabolique, plutôt c'est le mieux, c'est-à-dire une optimisation de la récupération si on apporte simultanément des protéines de haute valeur biologique et simultanément des glucides. Après, bien évidemment, il va y avoir encore les repas jusqu'à 24 heures, ça va être efficace, d'apporter des nutriments et de restaurer l'apport calorique, mais en tout cas, on perdra un peu d'efficacité. D'accord, il y a cette fenêtre de 30 à 60 minutes disons, qui est très importante. Voilà, donc ça c'est important, surtout s'il y a des épreuves derrière, sur une étape par exemple, ou des tournois. Voilà. Bon, c'est un petit peu moins grave quand on a derrière un jour de repos.
Alors évidemment, c'est toujours mieux de le préconiser, mais c'est vrai que là où on ne doit pas en tout cas le négliger, c'est lorsqu'on a vraiment une épreuve le lendemain. Voilà. Donc là, c'est important de respecter cette fenêtre métabolique si possible. Et évidemment, restaurer l'hydratation, puisqu'on a forcément toujours des pertes sudorales très importantes. On ne boit pas suffisamment pendant la compétition, et donc on va devoir aussi restaurer les pertes hydriques dans les suites de l'exercice. Donc même dans les heures qui suivent. Il faut boire beaucoup après l'effort ? En petite quantité toujours, mais très très régulièrement pendant plusieurs heures pour arriver à rééquilibrer les pertes liées à la... Est-ce que les sportifs ont le droit de faire des écarts ? Bien évidemment, comme tout le monde. Mais moi, je n'aurais pas tendance à appeler ça des écarts, en fait. J'ai tendance à voir ça plutôt comme des aliments plaisir. Je ne sais pas, je peux citer des produits sucrés, parce qu'ils sont quand même plus attirés sur les produits sucrés que tout ce qui est salé. Mais comme je disais, des tartes aux pommes, des gâteaux de riz, du chocolat, enfin, je dirais n'importe quel aliment plaisir qui, par lui-même, n'apporte pas de nutriments essentiels, des acides gras essentiels, pas trop de calcium, pas forcément des fibres, etc., mais qui va contribuer juste au plaisir, et au final, qui va apporter aussi un peu d'apport calorique, des glucides, mais qui ne va pas déséquilibrer l'alimentation du sportif, parce qu'il aura quand même eu la bonne couverture, des apports en acides gras essentiels, un apport protéique de bonne qualité biologique qui sera réglé en fonction de son poids de corps et du type d'activité physique qu'il pratique. Donc si tout ça est bien respecté, je pense qu'il faut que le sportif ait aussi du plaisir à s'alimenter, et donc l'alimentation plaisir fait partie et n'est pas incompatible avec l'équilibre alimentaire. C'est important de garder ce plaisir et de ne pas tomber dans la culpabilité dès qu'on fait, je vais dire un écart, mais voilà, dès qu'on a envie de se faire plaisir occasionnellement. Non, tout à fait. Puis il faut distinguer aussi l'occasionnel Moi, je pense que c'est toujours un problème de proportion, c'est-à-dire, et notamment chez les enfants, si on a une part de produits sucrés qui est trop importante et qui vient empiéter sur du coup l'apport calorique qui lui apporterait les acides gras essentiels, le fer, le calcium, etc. Là, on va déséquilibrer l'alimentation et donc on va pouvoir avoir des conséquences. Alors que si le produit sucré vient dans une proportion acceptable et que tout l'équilibre alimentaire est bien respecté, ça ne pose pas de problème. Un petit mot sur les compléments alimentaires. Maintenant, on en trouve de plus en plus maintenant. Je pense que la plupart des sportifs, notamment en course à pied, sont tous férus dans les magasins d'aller acheter leurs bars, leurs boissons. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Est-ce que c'est bien ? Boissons énergétiques, boissons énergisantes, on en parlait tout à l'heure. Protéines en poudre, voilà. Il y a tout un topo maintenant, il y a toute une gamme qui est développée. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Alors je pense effectivement qu'il y a beaucoup de croyances chez le sportif, qu'il soit amateur ou sportif de haut niveau, autour de ces compléments alimentaires, et que souvent ils sont quand même utilisés beaucoup trop systématiquement et pas forcément avant d'avoir optimisé l'assiette. Il faut aussi savoir que c'est pas anodin. Les compléments alimentaires peuvent exposer à un risque alors par exemple de positiver un contrôle antidopage pour ceux qui en pratiquent, donc qui pratiquent de la compétition, parce qu'il peut y avoir des substances interdites à l'intérieur des compléments alimentaires, c'est déjà arrivé, et bien sûr aussi des risques pour la santé. Alors heureusement pour ce faire, il y a une norme, la norme EN 17444, et je préconise à mes sportifs de ne choisir leurs produits que parmi ceux qui sont normalisés. Déjà, pour garantir l'absence de ces substances. Vous en recommandez ? Alors, je peux être amenée à accompagner le sportif parce que lui, par exemple, en prend et souhaite en prendre. Je préfère l'informer et l'aider à choisir, l'accompagner, plutôt que de lui dire « Ah non, vous ne devez pas le prendre » et que forcément, il va continuer peut-être à prendre celui-là et s'exposer à des risques parce qu'il n'aura pas été informé. Ou tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, sur par exemple des disciplines longue distance, on est amené à consommer une boisson énergétique, par exemple, d'apport glucidique, pour notamment apporter des glucides à l'effort, mais aussi du sel. Et parfois du potassium, voilà. Mais là, parfois, on y a recours. Ou par exemple, ça pourrait être de façon ponctuelle, lorsque un sportif est en compétition à l'extérieur et qu'il va prendre un avion et ne va pas pouvoir se restaurer avant 2 heures ou 4 heures, on peut avoir recours à des boissons de récupération, par exemple. Voilà. Donc je ne suis pas du tout opposée. Après, il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires. C'est vrai que maintenant, on a tout regroupé sur le terme de complément alimentaire, alors qu'avant, on distinguait les produits diététiques de l'effort.
et donc dans lequel on mettrait effectivement la whey, les boissons énergétiques d'apport glucidique, et par exemple des compléments alimentaires type spiruline, probiotiques, etc. Là, les compléments alimentaires pour le sportif ont été regroupés en fait dans tous les compléments alimentaires, donc je pense déjà qu'il faut faire un petit peu déjà la distinction quand même entre ceux qui sont vraiment importants pour le sportif, et notamment en fonction des disciplines, et où on va avoir besoin effectivement d'accompagner le sportif à utiliser ces produits, mais l'idée c'est de lui apprendre à le faire correctement, lui donner comme un guide de bonne pratique et de bonne consommation pour le bon usage de ces compléments alimentaires, lui donner les critères de choix, lui expliquer un petit peu comment il peut se protéger. Et puis décourager, on va dire, la prise de compléments alimentaires qui auraient aucun intérêt, et surtout ce qui est important et ce qui est décrit dans la bibliographie, j'aime bien le terme, c'est food first philosophie. C'est-à-dire ne pas oublier qu'à la base de la pyramide, on a cette pyramide alimentaire pour décrire les différents groupes d'aliments, mais on a aussi une pyramide pour le sportif où on a à la base une alimentation équilibrée diversifiée, ce qui est finalement la base incontournable et qui doit être bien solide avant qu'on envisage de parler de compléments alimentaires pour le sportif, donc comme on le disait, boissons énergétiques d'apport glucidique, boissons de récup, etc. Et enfin, tout à fait en haut de la pyramide, le recours par exemple à des compléments de type vitamines, minéraux, fer, vitamine D. Voilà. Et là par exemple, pour le fer et la vitamine D, il y a souvent des carences en fer chez les sportifs, chez les ados notamment. Et donc là, c'est vrai que quand on a... Elles sont dues à quoi ces carences ? Alors, ne serait-ce que là, alors chez la sportive, ça peut être tout simplement des pertes menstruelles qui, quand même, alors il peut y avoir des apports insuffisants aussi, par rapport à des sportifs qui ne consomment pas suffisamment de produits carnés, viande rouge, etc. Enfin, je dirais oui, de fer héminique bien absorbé. Donc ça peut être par défaut d'apport, ça peut être par perte augmentée. Et donc la croissance est une période particulière qui nécessite du fer et qui... on ne dose pas forcément toujours les ferritines chez les enfants, mais dans les publications, on voit qu'il y a une prévalence quand même de la carence en fer chez les enfants adolescents qui peut être quand même pas négligeable. Donc là, par exemple, évidemment, quand on a un bilan biologique qui montre une ferritine basse, on va... Alors là, moi, je mets toujours un pédiatre ou un médecin dans la boucle, voilà, de façon à ce qu'on travaille en pluridisciplinarité et que lorsque... Alors moi, je vais évaluer vraiment les apports en fer. Je vais donner aux sportifs les informations pour qu'il aille trouver du fer bien absorbé dans son alimentation et qu'il essaie d'optimiser ses apports en fer. Je vais aussi lui conseiller, lui donner des petites mesures pour qu'il puisse améliorer l'absorption du fer qui est un petit peu moins bien absorbé, notamment dans les végétaux, les lentilles, etc. Et je vais bien sûr l'accompagner, en tout cas l'inciter à consulter son médecin ou son pédiatre pour qu'il puisse être supplémenté en fer et pour qu'il puisse restaurer son déficit en ferritine et après pouvoir le pérenniser avec les bonnes mesures diététiques. Voilà, la vitamine D aussi, par exemple, chez l'enfant, on la donne de façon systématique, tous les hivers, et c'est très important pour la minéralisation osseuse. Donc, vous voyez, on ne peut pas se positionner pour ou contre, à mon sens. C'est toujours, il faut juste vérifier la bonne indication, en fait. Et après, en ce qui concerne les produits pour le sportif, c'est se garantir quand même l'absence de substances interdites par cette norme, la première chose. Et après, c'est de se dire que cette norme, elle va garantir l'absence de substances interdites, mais elle ne va pas garantir que la formule est optimale. Donc après, c'est les aider, et là, c'est aussi là où que je pense que le diététicien peut accompagner le sportif dans le choix de ses produits, pour lui expliquer qu'en fonction de la liste d'ingrédients, de la déclaration nutritionnelle, il va pouvoir préférer plutôt un produit qu'un autre, et surtout à l'adapter aussi à son poids de corps, pour pouvoir, par exemple, ne pas suivre la condition d'utilisation standard pour tout le monde, mais adapter ces conditions au poids de corps du sportif et à sa pratique. Alors, je peux vous donner, par exemple, un exemple sur les boissons de récupération. On a, par exemple, des rapports en protéines et glucides qui sont très différents d'une boisson à l'autre. Oui. Voilà. Et donc là, elles ne se valent pas toutes. Donc par exemple, sur un sportif qui voudra maximiser sa recharge de glycogène, on va pouvoir lui préconiser de choisir une boisson de récupération qui va apporter 3 à 4 fois plus de glucides que de protéines, alors que pour un sportif qui va avoir besoin de diminuer un petit peu sa masse grasse, on ne va pas aller sur des apports 3 à 4 fois plus importants, mais peut-être de 1 pour 1 ou 2 pour 1. Donc c'est là aussi qu'on peut vraiment apporter notre aide aux sportifs pour faire la distinction et ne pas finalement choisir sur la base d'un emballage ou juste d'un conseil d'un collègue qui va lui préconiser tel ou tel produit qui serait potentiellement efficace.
En parlant de ces produits, de ces compléments alimentaires, il y a un truc qui a débarqué là aussi sur le marché, qui est pas vraiment un complément alimentaire. Ces pastilles hydratantes, ces pastilles qui se mettent dans l'eau et qui promettent une hydratation optimale, qui est aussi vendue en plus. Alors ça c'est très marketing, mais comme un produit miracle contre la gueule de bois en plus. Le message est en plus un peu moyen, je trouve. Mais est-ce que c'est un vrai procédé génial ou est-ce que c'est que du vent? Alors je pense que vous faites allusion aux électrolytes, c'est-à-dire à des boissons qui ne contiennent pas de glucides, pas d'apport calorique. Alors ça peut... alors tout dépend, hein, je veux dire, si on fait une petite heure de sport, on n'a pas besoin, on peut s'hydrater qu'avec de l'eau. Après, si on commence à augmenter son temps d'exercice et qu'on est en plus dans une ambiance chaude, tout dépend des pertes sudorales en fait, hein, et donc du sel perdu dans la sueur, s'il faut le restaurer ou pas, éventuellement aussi des pertes en potassium. Séverine, on va maintenant se concentrer sur Monaco, puisque vous êtes monégasque, vous exercez à Monaco et vous avez une histoire particulière avec le sport monégasque. Vous avez notamment travaillé pendant 5 ans avec l'AS Monaco Football. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience dans le football professionnel ? Alors, très belle expérience, hein, c'est quand même... en plus, c'était plutôt vers mes débuts, donc oui, j'ai un très bon souvenir de cette expérience, mais elle a quand même été difficile, hein, par rapport au fait que j'étais la seule femme dans le staff médical, voire même staff médical et technique, et ce que je retiens, c'est plutôt de la difficulté de travailler en pluridisciplinarité. Voilà, on sentait bien qu'il y avait un staff technique et un staff médical qui n'avaient pas forcément... une communication à mon sens suffisante pour qu'on fasse bien passer les messages sur le fait que la nutrition fait partie aussi des facteurs de performance. Et alors évidemment, ça dépend aussi des personnes. J'ai eu des footballeurs pros qui étaient extrêmement rigoureux sur leur diététique et qui étaient vraiment même demandeurs, avec qui j'ai pu vraiment bien travailler. Et puis d'autres qui n'ont pas du tout été observants et je pense qu'ils n'ont vraiment pas compris l'enjeu. En fait, les enjeux de la nutrition par rapport à leur pratique et aussi par rapport à la longévité de leur carrière, leur santé, etc. Voilà, donc pas évident. Bon, là, je suis sur le football féminin, là, depuis 2019. J'accompagne l'équipe de football féminin qui ont performé l'année dernière, puisqu'elles sont montées. Elles sont montées, oui. Voilà. Montées donc, historiques. on essaye. Et là par exemple, alors qu'on est sur un niveau quand même beaucoup moins professionnel, hein, mais on tend à les professionnaliser. En tout cas, c'est l'objectif de les accompagner dans la montée. Alors là, on a en place un staff médical et paramédical qui est extrêmement bien organisé et qui communique extrêmement bien. Et donc là, on essaie vraiment de bien les encadrer avec le côté aussi administratif qui est aussi très bien organisé. Et on essaye vraiment de les accompagner pour finalement, elles ont à disposition un staff médical et paramédical digne d'une équipe pro. Il y a le temps qui a joué entre ces deux expériences finalement. Parce que cette première expérience à l'AS Monaco, au début, c'était il y a presque 20 ans, la nutrition n'avait pas la même place. Non, tout à fait. Non, c'est sûr que là, on a beaucoup plus de données scientifiques, de recommandations, de consensus aussi. De recul, et puis aussi des données consensuelles qu'on peut... on est beaucoup plus précis dans l'ajustement de la ration, dans la périodisation, comme je disais, de l'alimentation du sportif. C'est beaucoup plus précis, oui. Comment ça se passe ce quotidien dans un club professionnel ? On suit des athlètes toute l'année, c'est un quotidien, enfin c'est quelque chose de particulier. Oui, alors je peux pas non plus vous décrire, parce que dans mon expérience, j'étais quand même extérieure, c'est-à-dire que j'ai un cabinet et je montais, on va dire, à la turbine dans le centre d'entraînement de façon hebdomadaire et je pouvais être appelée sur demande, on va dire, en fonction des besoins. Mais je n'ai pas été intégrée dans l'équipe, comme c'est le cas par exemple actuellement où on a un diététicien qui suit l'équipe. Voilà, donc on n'a pas tout à fait le même métier, même si on a le même rôle. Mais notre quotidien est complètement différent. Est-ce qu'ils sont tous consciencieux, les joueurs ? Alors, on a quand même une grosse différence en fonction du type de sport, je dirais. Par exemple, je suis à l'Académie de danse Princesse Grace de Monaco depuis 2015. J'ai une quarantaine d'élèves donc, qui sont âgés, on va dire, d'adolescents. Bon, je dirais, 11 ans pour les plus jeunes, mais plutôt entre 13 et 17, 18, voire 19 ans maxi. Et j'ai une adhésion qui est formidable, avec une implication, une rigueur que je pense que je peux mesurer avec aucune autre discipline. C'est à ce moment-là d'ailleurs que le travail se fait aussi. Oui, bien sûr, parce que on est deux. Hein. Je veux dire, je peux donner les conseils les plus adaptés, les plus personnalisés. Et c'est bien sûr que le sportif doit
les comprendre, pour pouvoir les appliquer. Et à cet âge-là, c'est peut-être plus facile avec les adolescents? Alors, possiblement, oui, parce qu'ils sont en formation et que je pense que c'est un bon moment pour le faire vraiment, l'ancrer, on va dire, dans l'éducation aussi. Mais c'est important que le sportif, déjà, ait une bonne compréhension de la mesure pour pouvoir l'appliquer. Donc ça aussi, c'est à nous de faire passer le message correctement. Et aussi, je pense, de l'impliquer. C'est-à-dire que si on l'amène à trouver ses propres solutions, c'est encore mieux que de lui donner une mesure à appliquer. Donc ça, j'y attache quand même une certaine importance. Et pour en revenir à votre question, je vois vraiment une différence entre, par exemple, la danse classique et les sports individuels aussi. On pourrait placer des triathlètes qui viennent au cabinet sans avoir un niveau professionnels, mais des amateurs qui se donnent par exemple l'objectif de faire un Ironman. Bon, eux ont énormément de rigueur au quotidien et de discipline et sont très en recherche d'optimisation. Ils ont peut-être aussi conscience qu'avec cette discipline, ils ont déjà conscience aussi qu'il ne faut pas avoir un gramme de trop. Quoi. Clairement qu'ils ne peuvent pas avoir une alimentation, on va dire, un peu au hasard. Voilà. Et puis, versus, on va dire, les sports comme j'ai pu avoir en expérience dans le foot, aussi bien masculin que féminin d'ailleurs, amateurs qu'au niveau, dans le basket, voilà. Avec toujours, bien évidemment, certains individus qui, malgré le sport co, sont très consciencieux, bien évidemment, mais je dirais que la plupart du temps, il y a quand même une grosse différence de prise de conscience. Bien sûr. Il y en a qui essayent de faire le serpent, j'ai envie de dire, de dire... Oui, bien sûr. De venir négocier avec sa nutritionniste en disant... Oh. Oui, ou qui tout simplement se défilent, ou qui viennent pour dire, voilà, je suis venu parce que je devais venir, mais on sent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accroche et il n'y a pas de prise de conscience de l'importance que ça peut avoir sur la performance, mais aussi et surtout pour la récupération. Là, quand je pense au basket, si on prend la Roca Team, quand on voit le rythme qu'ils ont, des matchs c'est ça, de tous les 2-3 jours, en fait, on parlait tout à l'heure de récupération. Le lendemain de match, c'est déjà la veille de match du match suivant, en fait. Donc, et ça, c'est perturbant pour justement pour les habitudes alimentaires, pour la nutrition. C'est qu'ils doivent adapter. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir conscience que là... il y a 2 matchs en 3 jours, par exemple. C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on puisse adapter l'alimentation pour leur donner toutes les chances de bien récupérer et se préparer au match suivant. Pour tenir un niveau de performance optimal. C'est viable ou c'est handicapant, justement calendrier, ce type de calendrier en tout cas. Disons que c'est très intense et donc il faut vraiment là avoir conscience que la nutrition est fondamentale pour pouvoir récupérer et repréparer immédiatement le match suivant. On ne peut pas se dire par exemple on va faire comme vous disiez la dernière fois, juste en début d'entretien, se dire qu'après on a envie d'avoir un peu un repas plaisir pas forcément structuré, parce que là on doit se dire non, il y a un match assez proche, donc on doit répondre aux critères nutritionnels de la récupération pour préparer le match suivant. Vous avez travaillé avec des pilotes aussi, c'est encore une spécificité. Oui, c'est vrai que c'est différent. Donc j'ai eu l'occasion de suivre les 24 heures du Mans en 2008, si ma mémoire est bonne, où là j'ai vraiment découvert l'univers des sports mécaniques, on va dire. Donc en plus sur 24 heures, donc c'est... Alors là, on est beaucoup axé sur l'hydratation, de toute façon, uniquement. Énormément d'eau pendant leur épreuve. Voilà, donc là, c'était surtout sur... alors en plus, ils ont quand même aussi toute une équipe qui se déplace avec eux, un cuisinier, etc. Donc on a pu travailler sur les menus, notamment, et aider bien le pilote à caler ses collations et ses repas de façon à ce qu'il ait justement le délai adéquat pour être dans les bonnes conditions au moment du départ. Mais là, le travail, il se fait beaucoup sur l'hydratation, en fait. Oui. Et puis forcément, on va en venir à l'Académie de danse, vous en parliez juste avant. Là, c'est votre plus grosse expérience, on va dire. Vous êtes ancré depuis 2015 avec cette académie. On est encore sur des besoins différents. Encore une fois, là, on parlait de football, de basket, de sport méca, de sport individuel. La danse, c'est encore un univers à part. Oui, alors là, ça rejoint, c'est vraiment, je le prends comme un gros projet. Je me suis beaucoup investie pour l'Académie de danse dans le sens où ça demande des surspécialités, c'est-à-dire que je m'adresse à des sportifs, clairement, mais aussi à des adolescents, donc avec des besoins spécifiques.
Et aussi, j'ai décidé donc l'année dernière de me former en troubles du comportement alimentaire. Et j'ai choisi de travailler, et en tout cas j'ai présenté mon mémoire sur ce thème-là, parce que je voulais vraiment faire un travail sur la détection précoce de ces troubles du comportement alimentaire chez les sportifs, et notamment les sportifs adolescents. Alors, bien évidemment... C'est vrai qu'il y a le plus de troubles. Alors, les adolescents représentent une population à risque déjà, clairement, de troubles du comportement alimentaire. Et les sportifs, les sportifs aussi sont une population à risque de troubles du comportement alimentaire. Donc forcément, quand on associe adolescents et particulièrement adolescentes, sportifs, et en plus, lorsqu'on s'adresse à des populations à composante esthétique ou à catégorie de poids, on est là, on va dire, dans une population où on a un risque de TCA qui est plus élevé que dans la population générale, pour plusieurs raisons. Voilà. Et je pense réellement qu'il faut faire un travail de détection le plus précoce possible, voire même, évidemment, anticiper et faire de la prévention. Donc, comme je vous disais, de la psychoéducation sur les glucides, sur qu'est-ce que le syndrome REDES, donc le déficit énergétique relatif dans le sport, à quoi ça peut exposer. Parce que je pense qu'on banalise trop souvent en fait la restriction calorique, notamment dans ce milieu-là, et qu'on se dit que finalement, lorsqu'on a un trouble du cycle menstruel, c'est complètement normal chez une danseuse. Comment ça se traduit ce syndrome REDES justement dont vous parlez ? Alors c'est vrai qu'avant on parlait de la triade de la sportive et on pensait que ça ne concernait que les femmes et que finalement ça n'impactait que sur le cycle menstruel et la déminéralisation osseuse. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors qu'en fait c'est plus large que ça. C'est en fait comme je disais tout à l'heure, un déficit énergétique, c'est-à-dire que si vous prenez la prise alimentaire et que vous enlevez la dépense énergétique liée à l'exercice, il vous reste une certaine disponibilité énergétique pour les fonctions de l'organisme. Et lorsqu'elle est trop faible et de façon prolongée, ça va exposer à des effets néfastes sur la performance, mais aussi sur la santé. Mais ça peut toucher tout un tas de fonctions de l'organisme. Donc, évidemment, la fonction, la fonction hormonale, mais aussi la santé osseuse, la santé mentale... La fonction cardiovasculaire, la fonction gastro-intestinale, les perturbations du sommeil, dépression, etc. Et c'est très vaste. Et donc c'est d'autant plus important quand on s'adresse à un enfant, puisque comme je le disais, et je le répète parce que c'est important, ça peut impacter sur son développement et sur sa croissance. Donc je pense qu'il faut quand même être très... il faut être quand même très vigilant et il faut pouvoir déjà les informer de tout ça, donc par de l'éducation, de la psychoéducation, des petits ateliers, je fais ça régulièrement chez eux. Et ensuite, et ce qu'on va mettre en place cette année, c'est de la détection par exemple des autoquestionnaires. Alors ça a ses limites, parce que les autoquestionnaires, bien évidemment, c'est l'élève qui le renseigne lui-même. Donc bien évidemment, il nous déclare ce qu'il a envie de nous déclarer. Mais alors je couple deux types de questionnaires. Et bien évidemment, c'est pas aussi puissant que s'il y avait un entretien derrière, clinique. Mais déjà, ça permet de screener un large échantillon, puisqu'on a quand même 45 élèves à peu près, très rapidement. Et de faire déjà un premier tri, pour ensuite, après, pouvoir les adresser dans un deuxième temps à des professionnels de santé, psychiatres, psychologues, médecins évidemment, pour qu'on puisse vraiment évaluer s'il y a un trouble du comportement alimentaire avéré ou pas, s'il y a une trouble de la prise alimentaire, et pour pouvoir encadrer tout ça et les accompagner avant qu'on chronicise en fait ou qu'on aggrave le trouble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place parce que c'est difficile. Ils ont bien sûr toute une équipe à disposition, mais je pense que là encore, la difficulté, comme en cabinet, c'est de pouvoir organiser en fait un réseau de soins en étant chacun dans nos cabinets, pour pouvoir bien encadrer le sportif et l'accompagner dans toutes ces problématiques en fait. Alors là, j'ai axé mon travail sur l'académie, mais évidemment, ça s'applique à tous les sportifs et j'espère aussi dans le cadre du plan de santé mentale du gouvernement que ça puisse aussi peut-être être aussi repris par le centre médico-sportif, le comité monégasque olympique, le centre antidopage, etc., pour qu'on puisse faire un travail. Alors, centre antidopage, c'est plus pour la prévention sur les compléments alimentaires, et j'avais déjà travaillé un petit peu avec eux avant le Covid pour faire un petit peu de prévention par l'information. Mais voilà, je pense qu'à l'échelle nationale, il serait important qu'on structure en fait l'offre de soins et l'accompagnement du sportif vis-à-vis de ce risque de trouble du comportement alimentaire, aussi bien en prévention que lorsqu'on le détecte et qu'après il faut l'accompagner. Bien sûr.
Est-ce que vous êtes amené aussi à... On parle des jeunes femmes, est-ce que vous êtes amené aussi à combattre toujours ce cliché du culte du corps, du culte du physique, et où des jeunes filles parfois s'empêchent de manger parce qu'il ne faut pas prendre de poids, parce que... Ah bien sûr, je pense même que c'est en réelle augmentation. C'est vrai. Oui, tout à fait. Là, pour les troubles du comportement alimentaire, on a reporté 30% d'augmentation. Alors les critères aussi diagnostiques ont changé, ce qui peut faire évoluer les chiffres, mais je pense aussi réellement, depuis aussi tous ces réseaux sociaux, clairement, il y a ce phénomène... cette problématique est en forte augmentation chez les jeunes. D'accord. Donc même je parlais là du sportif puisque c'est la thématique, mais Bien dans sûr. la population générale, au niveau des adolescents et des jeunes adultes, je pense qu'il y a réellement effectivement des troubles du comportement alimentaire, ou au moins des troubles de la prise alimentaire qui sont en augmentation, clairement. Et je l'ai vu sur ma consultation aussi, par rapport au motif de consultation. Alors pas forcément jusqu'à l'anorexie, mais c'est vrai que j'ai plus de cas qu'avant, ça c'est clair, qui viennent nous consulter en cabinet. Comment on répond à ces problèmes ? Alors c'est assez compliqué, justement. Évident, c'est très complexe. Difficile. Oui, c'est complexe parce que... Ça confronte peut-être même aussi la psy. Tout à fait. Alors on ne peut pas, en tant que diététicienne formée en troubles du comportement alimentaire, agir seule. Ça, clairement, c'est toujours en équipe. Et il y a toujours à minima un médecin, psychiatre ou pas, et un psychologue ou un psychiatre, pour qu'on puisse vraiment travailler en pluridisciplinarité. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avancer. C'est vraiment de travailler sur même des thématiques comme la confiance en soi, l'affirmation de soi, par des techniques maintenant qui sont de la thérapie comportementale et cognitive, remédiation cognitive, des choses que moi je ne pratique pas bien sûr puisque c'est pas du tout mon domaine, mais qui vont être essentielles pour aider la diététicienne à avancer sur le plan de la nutrition, avec toute l'information, comme je disais, sur les glucides, etc. Et peut-être aussi donner cette dimension fonctionnelle à l'alimentation et non pas que énergétique. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi beaucoup chez les adultes ? Alors ça peut se retrouver chez l'adulte bien évidemment, mais c'est vrai que le moment de survenue, pour l'anorexie en tout cas, c'est particulièrement 14-17 ans, donc pendant l'adolescence. Et après pour d'autres troubles du comportement alimentaire, ça peut la boulimie, ça peut basculer d'ailleurs, de l'anorexie à la boulimie, mais on peut avoir des âges un petit peu plus avancés, allant vers le jeune adulte. Mais voilà, l'anorexie c'est vraiment l'adolescence, quoi. Cette académie de danse Princesse Grace, vous y travaillez depuis maintenant des années, c'est votre expérience, on peut le dire, la plus significative? Alors peut-être la plus régulière sur les dernières années, en tout cas celle peut-être qui m'a demandé le plus de ressources, puisque lorsque je suis rentrée, qui m'ont sollicité, je n'étais pas spécialisée encore en nutrition de l'enfant et de l'adolescent. D'accord. Et je n'étais pas spécialisée en nutrition du trouble du comportement alimentaire. Et je pense vraiment que je me suis orientée là-dessus par cette expérience-là. D'accord. C'est ce qui vraiment m'a permis de me dire, là, pour mieux les accompagner, j'ai besoin de me surspécialiser dans ces deux domaines-là. Et là, je suis en train concrètement de leur proposer des mesures et d'organiser l'accompagnement et surtout la détection et la prévention pour que justement on puisse vraiment les aider à éviter ces troubles ou à les minimiser ou les prendre en charge plus tôt avant que ça se chronicise et que du coup ça devienne beaucoup plus difficile à traiter. Et qu'est-ce qui fait que vous continuez à travailler avec eux ? J'apprécie beaucoup l'académie pour plein de raisons. Déjà, je crois que j'admire vraiment leur rigueur et leur implication. Ils ont quand même ce sont vraiment de vrais athlètes. Tout à fait. Voilà, c'est des heures d'entraînement, c'est vraiment physiquement extrêmement difficile. Et pour leur âge, leur jeune âge, c'est vraiment une implication assez exceptionnelle que je salue vraiment. Et je suis très admirative devant mes petits élèves. Ils sont aussi très attachants et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour eux. Et j'ai vraiment envie de les accompagner dans les problématiques. Et parce qu'aussi, je pense qu'on n'a pas assez de professionnels formés dans les troubles du comportement alimentaire. Et je pense, moi, être passée à côté de certains troubles du comportement alimentaire dans mes premières années d'exercice, et je dirais même jusqu'à l'année dernière, puisque je n'avais pas cette spécialité. Et je pense notamment à quelque chose qui n'a rien à voir, mais la chirurgie bariatrique. C'est, je pense, quelque chose qui m'a aussi touchée. Ce sont des chiffres que j'ai donc appris l'année dernière en me formant, et qui montrent finalement la proportion de personnes qui sont touchées par des troubles du comportement alimentaire.
jusqu'à finalement des personnes qui vont être opérées d'une chirurgie bariatrique et pour lesquelles forcément les troubles n'ont pas forcément été peut-être détectés et qui vont après réapparaître. Mais pour en revenir à l'académie, c'est passionnant parce que ça demande, ça m'a demandé aussi de me former sur d'autres sujets. Donc c'est une réelle implication. Voilà, oui, ça m'a demandé. Et moi, je suis vraiment passionnée par tous ces domaines liés à la nutrition. Et je suis en train de construire ce projet petit à petit. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Très bien, Séverine, on va faire un petit break préjugés. Je vais vous donner donc des phrases. Des préjugés qu'on a par rapport à l'alimentation et le sport. Voilà, et ça va nous donner l'occasion de développer certaines thématiques. Il faut manger des pâtes la veille d'une compétition. Alors oui, je pourrais dire oui. C'est vrai que c'est aussi très ancré dans les habitudes des sportifs. La cuisson des pâtes est importante aussi, parce qu'elle va... Oui, la cuisson al dente qui est préconisée, elle est importante par rapport à justement cette... mise en réserve du glycogène. Pour quelle raison ? Pour une assimilation qui n'est pas trop rapide en fait. D'accord. Mais ça pourrait être aussi d'autres céréales, bien évidemment. Évidemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va par exemple pas forcément préconiser des légumineuses la veille d'une compétition. Alors je dis pas forcément parce que c'est pas une règle pour tout le monde. Et j'ai souvenir par exemple dans l'équipe de foot que certaines personnes qui avaient une origine plutôt sud-américaine avaient tellement l'habitude de consommer des lentilles que pour eux c'était partie intégrante comme nous on mangerait des pâtes ou du riz. Donc il faut respecter les habitudes du sportif. Bien Mais sûr. en tout cas les pâtes font partie du repas hyperglucidique de la veille. Tout à fait. Il faut consommer beaucoup de protéines pour prendre du muscle. Alors oui, ça c'est une idée reçue. Il faut un certain apport en protéines, clairement, et donc qui va dépendre du poids de l'athlète. Qui va dépendre aussi du type d'exercice, parce que sur par exemple une séance de renforcement ou sur des sports qui vont nécessiter de renforcer ou sur un footing tout simplement d'entraînement, s'il est en train d'augmenter sa masse musculaire aussi. On aura donc un certain grammage, je dirais, à respecter par rapport aux protéines, mais il faut surtout s'assurer qu'il y ait un apport calorique suffisant. Parce que si on est en restriction calorique, il y a une partie des protéines qui vont être dégradées pour former du glucose. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et au final, on n'aura pas le résultat escompté. Donc il faut être déjà sûr que ce soit dans le cadre d'un apport énergétique suffisant. Il faut s'assurer aussi que les protéines soient de haute valeur biologique, puisqu'on sait que pour bien assimiler les protéines et en faire la synthèse, il faut qu'il y ait la présence de tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux qu'on ne sait pas fabriquer. Donc il faut s'assurer qu'il y ait aussi cette qualité de protéines et aussi en termes de répartition. Voilà. On peut préconiser de répartir les apports en glucides selon une certaine proportion qui va de 0,3 0,5 grammes par kilo et par prise. Allez, une que j'adore. La bière après l'effort, c'est bon pour la récupération. Ça déshydrate. Voilà, c'est connu. Effectivement, c'est comme je disais donc là, précédemment, tout dépend un peu de l'objectif du sportif. S'il n'y a pas forcément d'objectif sportif qui suit, ça fait partie des moments de plaisir. Mais c'est toujours pareil, ça dépend aussi de la quantité. Il ne faut pas perdre de vue que l'alcool déshydrate et que dans les suites d'une compétition, une des priorités, c'est la réhydratation. Donc il faut quand même être vigilant sur la quantité et sur la qualité de la réhydratation. L'un n'empêche pas l'autre. Mais, bien sûr. Voilà. Et là, on n'est pas sûr du qualitatif. Non, clairement non. Clairement non. Alors que si on veut garder une boisson gazeuse, l'eau gazeuse, en revanche, est plutôt bonne. Alors on pourrait préconiser des eaux bicarbonatées, par exemple, et riches en sel, comme la Vichy, qui pourrait apporter donc des bicarbonates et également une forte quantité de sodium, une grande quantité de sodium. Transpirer, ça fait maigrir. Non, on se déshydrate. On ne perd pas de la masse grasse, on déshydrate. Voilà. C'est-à-dire que d'ailleurs, on a un petit exercice qui est assez pratique pour sensibiliser les sportifs sur la déshydratation. On peut les peser avant et après l'exercice. Et en fait, on calcule le pourcentage de perte de poids pendant la séance, en prenant en compte bien sûr ceux qu'ils ont bu. Et donc on sait que si on dépasse 2% du poids de perte en eau, c'est qu'on est déjà sur une déshydratation qui va avoir des conséquences sur les performances.
Donc quand on voit quelqu'un l'été en pleine chaleur être habillé en survêt, en mitouflé pour perdre du poids, c'est contre-productif. C'est pas du tout recommandé, non seulement parce que ça va augmenter la déshydratation, puisque déjà, compte tenu des conditions de l'été, où on a une température augmentée, on va suer davantage, et le fait d'être en plus habillé de trop, on va augmenter les pertes sudorales, et donc on va augmenter le risque de déshydratation, avec évidemment aussi on va entraver la diminution de la température du corps, donc avec tous les risques, les conséquences aussi sanitaires que ça peut avoir. Le pain, ça fait grossir? Non plus, je suis pas d'accord. Le pain, comme les pâtes, ça fait partie des produits céréaliers, donc c'est source de glucides complexes. Ça fait partie des aliments, je dirais, privilégiés du sportif. Alors pas que, pas exclusif, mais en tout cas, pour un sportif qui s'entraîne beaucoup et qui a donc un besoin d'augmenter sa ration en glucides, il va forcément utiliser des produits céréaliers. Donc moi que je préconise diversifier, c'est-à-dire que le pain, et notamment avec tous les pains qui existent, exactement, pain aux céréales, pain complet, pain de seigle. De la préparation jusqu'à la récupération en fonction des céréales, c'est magnifique le pain. Voilà, tout à fait, parce que finalement ce sont des produits céréaliers qui sont peu transformés, qui peuvent être extrêmement riches en fibres, en micronutriments, calcium, magnésium, etc. Vitamines du groupe B, notamment sur les produits complets, il y a la B1. La B1, elle est vraiment utile pour le métabolisme des glucides, donc très intéressante pour le sportif. Et donc le pain, au même titre que les autres produits céréaliers, doit faire partie de la ration du sportif, mais dans des quantités qui vont dépendre de ses besoins. Donc si on se retrouve toujours dans cette situation où les apports équilibrent les dépenses, il n'y aura pas de surprise. Le mieux, c'est de courir à jeun. Alors ça peut être ça dépend de ce qu'on recherche en fait. Ça peut être intéressant pour que le sportif s'entraîne sur le plan, je dirais, de l'adaptation, à courir avec justement de faibles réserves de glycogène pour les sports en endurance par exemple, mais je pense qu'il faut quand même être prudent parce qu'aussi le fait d'aller, alors surtout sur des entraînements qui pourraient être un peu plus longs, on est sur des réserves donc faibles et on peut donc activer cette fameuse néoglucogélèse et utiliser finalement des protéines musculaires à des fins énergétiques. Et bien évidemment, dans le cadre de la recherche de performance, on ne va pas être dans de bonnes conditions pour favoriser une bonne recharge du glycogène musculaire. Donc c'est toujours pareil, je dirais que je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, ça dépend de l'objectif du sportif et de ce qu'il recherche en fait. Allez, une petite dernière. Bon, allez, ce midi, je me lâche, je mange une pizza, mais ce soir, je ne mange pas pour compenser. Je ne suis pas d'accord non plus. Moi, j'ai plutôt une vision... L'objectif, c'est de casser les clichés. D'accord, très bien. Très bien. Moi, j'insiste plutôt le sportif ou tout simplement le patient à raisonner de façon plus globale et de ne pas résumer l'équilibre alimentaire à l'assiette ou à juste un repas. Voilà, parce que souvent, on se dit que si on n'a pas le repas idéal, on a fait des excès ou on n'a pas été dans la bonne répartition, etc. Je pense qu'il faut vraiment appréhender l'équilibre alimentaire de façon beaucoup plus globale, c'est-à-dire à l'échelle de la journée ou même à l'échelle de plusieurs jours si on a l'habitude. Donc si à midi on a déjeuné une pizza ou par exemple un plat de pâtes, un plat unique, bon, c'est sûr que ça fait un apport de glucides important. Bon, si je parle que des glucides et pas forcément des matières grasses dans la pizza du fait de la quantité de fromage, mais alors ça peut ne pas être ni inintéressant pour un sportif qui justement a des apports énergétiques et glucidiques très importants, parce que ça n'aura pas la même conséquence que sur quelqu'un qui va être sédentaire par exemple, déjà bien évidemment, et il pourra rééquilibrer en fait sa journée en composant son repas correctement le soir, en mettant par exemple des légumes, la viande ou le poisson qu'il n'aura pas eu, ou en tout cas en très petite proportion dans la pizza, et compléter ou pas avec des produits céréaliers selon ses besoins en glucides et ses besoins énergétiques. Mais surtout pas sauter le repas. Avec des fruits et des produits laitiers. Alors non, pas du tout. De toute façon, tout ce qu'on va faire comme je dirais développer comme stratégie pour restreindre en fait ses apports caloriques, se priver, bien souvent, il y a un risque de compulsion ou voilà un risque après de dérapage, voire malheureusement de troubles de la prise alimentaire, comme je le disais tout à l'heure.
Donc je ne suis pas du tout dans cette optique. C'est plus de raisonner de façon globale, d'apprendre à réajuster les repas qui suivent, si besoin, en fonction de ce qu'on a consommé. Et puis bien évidemment, pour l'occasionnel, ça pose aucun problème. C'est aussi de voir la fréquence de ces comportements alimentaires et de ces choix-là. Il y a ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Très bien, je pense qu'on a réussi à casser quelques clichés là, ça fera pas de mal à ceux qui nous écoutent. Séverine, pour terminer, on va s'intéresser un petit peu plus à vous. Quel est votre rapport au sport ? Alors j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport, mais niveau très très amateur. Donc j'en ai fait, j'ai fait un petit peu, j'ai fait plusieurs choses. J'ai beaucoup fait d'équitation dans mon enfance, un peu de compétition, mais bon voilà, pas à haut niveau. J'ai fait de la course à pied, j'ai notamment fait le marathon de New York, je crois que c'était 2007. Alors ça a été le seul marathon, après j'ai plutôt fait des 10 km, des 21, des semis. Exceptionnel, expérience exceptionnelle. Donc ça me permet, pour moi c'est quand même important aussi pour comprendre aussi les besoins du sportif. Même si j'ai pas, encore une fois, pratiqué le sport à un haut niveau, jamais, ça a toujours été pour mon plaisir, plutôt du sport santé chez moi. Mais c'est important déjà pour mon équilibre, et c'est important aussi pour pouvoir observer et comprendre les besoins des sportifs, et pouvoir leur donner les meilleurs conseils par rapport aussi, comme je vous disais, aux spécificités de la compétition. Donc aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup participé j'étais dans les équipes de secours de la Croix-Rouge et je m'étais formée pour pouvoir donner un petit peu d'aide bénévolement, mais aussi je choisissais toujours les postes de secours en lien avec des matchs, donc j'ai pu voir l'escrime, le match de basket, etc., parce que j'observais en fait beaucoup de choses pour pouvoir aussi comprendre le sportif et l'accompagner vraiment dans ses besoins et ses problématiques. C'est ce qui vous a orienté, vous, après, vers la nutrition du sport ? Oui, je me souviens que je me suis orientée assez rapidement parce que j'aimais le côté technique en fait de la nutrition du sportif, et aussi parce que tout simplement au moment où j'ai validé, alors parce qu'après en fait mon DUT de diététicienne, j'ai continué mes études en fait. Et j'ai fait un IUP, ingénierie de la santé, où j'ai appris à formuler et contrôler des produits de santé, dont les compléments alimentaires. D'accord. Donc aussi bien sur le plan formulation que contrôle chimique, bactériologique, et aussi les affaires réglementaires. Tout ce qui était réglementation du complément alimentaire et du médicament. Ce qui m'a aussi permis d'appréhender les compléments alimentaires sous un autre aspect. Pas du tout sous l'aspect commercial, comme malheureusement peuvent le voir les consommateurs. Mais voilà, du côté professionnel de santé, pour pouvoir bien informer les personnes sur aussi le bien fondé de l'utilisation de ces produits. Parce que finalement, si on revient aux sportifs, les compléments alimentaires qui ont réellement un bénéfice prouvé par des études cliniques, il y en a extrêmement peu. Voilà, après, autour, il y a beaucoup de croyances et des risques potentiels, comme on en a déjà parlé. Et après ça, j'ai enfin terminé sur un diplôme de recherche technologique en génie alimentaire et biologique. Et après, je suis venue m'installer et j'ai choisi finalement de m'orienter plus sur le côté patient, accompagnement. Et j'ai monté mon cabinet. Voilà. Et vous ne recevez pas que des sportifs. Non, pas du tout. C'est important de le préciser. Vous êtes nutritionniste du sport, mais vous ne recevez pas que des sportifs. Non, pas du tout. Je reçois aussi beaucoup de patients atteints de... Alors, tout d'abord en bonne santé, bien heureusement, et qui viennent tout simplement parce qu'ils veulent perdre un petit peu de poids, mais aussi des patients qui ont par exemple une dyslipidémie, c'est-à-dire un cholestérol élevé, ou un diabète, notamment les diabètes non insulinodépendants, c'est-à-dire des diabètes liés au surpoids. Des personnes qui ont développé de l'insulinorésistance. Je peux avoir quelques maladies cœliaques, des troubles digestifs, et aussi des enfants et des adolescents pour, par exemple, des retards de croissance liés à un déficit énergétique parce que ce sont des enfants très sportifs qui ne couvrent pas leurs dépenses énergétiques. Voilà, c'est assez varié. C'est assez varié, mais effectivement... Pour en revenir donc sur la nutrition du sportif, et ce peut-être qui m'a vraiment décidé aussi à le faire en dehors de cet aspect technique qui me passionnait, c'était la clinique du sport. L'IM2S où j'exerce tous les jeudis. Et en fait, j'ai rejoint la clinique du sport en 2006, donc un tout petit peu après son ouverture, puisqu'avant c'était vraiment centré sur le sportif. D'accord. Voilà. Et j'avais vraiment souhaité me spécialiser et valider un diplôme universitaire pour pouvoir aussi légitimer ma demande de postuler dans cet institut. Et j'aime beaucoup travailler à l'IM2S parce que j'ai ce côté pluridisciplinaire où donc je travaille avec des médecins,
pour justement avoir, par exemple, je participe à des bilans de santé où je vais avoir les résultats biologiques, je vais avoir l'écho-Doppler par exemple pour vérifier s'il y a des plaques d'athérosclérose dans les veines, vérifier par exemple aussi avec l'écho abdominal s'il y a une stéatose hépatique non alcoolique. Et tout ça, si vous voulez, ça donne aussi des arguments aux patients, comme quoi on matche en fait toutes les informations médicales et paramédicales avec le bilan nutritionnel, et ça va leur donner les éléments qui vont appuyer le fait que la prise en charge nutritionnelle, soit elle s'impose, soit elle est fortement recommandée pour prévenir et éviter en fait les problèmes de santé plus tard. Elle est importante, cette diversité professionnelle pour vous? Oui, moi j'aime beaucoup travailler en pluridisciplinarité. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis seule dans mon cabinet, mais je suis très très ouverte à l'extérieur et j'ai quelques référents dans des disciplines comme la médecine du sport, la psychiatrie, les pédiatres, pour pouvoir justement prendre en charge vraiment, ou des médecins généralistes tout simplement, pour vraiment prendre en charge le patient de façon globale et essayer de faire un lien, et notamment lorsque c'est nécessaire. Comme je disais, pour mettre dans la boucle un médecin et parfois leur faire un retour aussi sur ce sur quoi on travaille, pour qu'on travaille vraiment en transparence et en lien pour vraiment offrir aux patients finalement la meilleure prise en charge possible. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Alors je pense que c'est le contact avec la personne et de se dire, voilà, je pars d'une feuille blanche. Moi je fais pas de systématique, je n'ai absolument rien de standard. Je m'y refuse. Et je crois que c'est ma valeur, enfin en tout cas c'est la valeur ajoutée que je veux apporter à mon travail. C'est-à-dire que je pars vraiment d'une feuille blanche, je pars du bilan alimentaire et je construis avec mon patient ou avec mon sportif la stratégie alimentaire, qu'elle soit nutritionnelle pour le sport, qu'elle soit pour une pathologie chronique, pour une perte de poids, quoi qu'il en soit. Je pars vraiment de ses antécédents, de ses habitudes, de ses préférences, de son mode de vie, de ce qui est possible de faire dans son quotidien. Et surtout, c'est de le rendre autonome pour qu'il puisse lui-même faire ses propres choix, éclairés, et de façon à comprendre ce qu'il fait. Voilà, je ne voudrais pas qu'il sorte de chez moi en disant « super, j'ai perdu mes 10 kilos » et qu'il soit amené à reconsulter moi-même ou une autre personne ou tenter une autre méthode pour finalement reperdre du poids qu'il aurait repris. Voilà, ça c'est quelque chose qui me ferait dire que je suis passée à côté de mon objectif. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Le plus difficile à gérer, je dirais peut-être, c'est d'appréhender la personnalité pour pouvoir s'adapter à mon patient. C'est-à-dire que j'ai une même information à délivrer, je ne vais pas la délivrer de la même manière selon la personne à qui je m'adresse, pour que je puisse vraiment lui faire entendre mon message et qu'il puisse l'intégrer en étant persuadé que finalement ça va lui apporter un bénéfice. Et ça, c'est peut-être l'adaptabilité par rapport à la personne, c'est peut-être ce qu'il y a de plus délicat. J'ai vu que vous aviez été aussi membre du conseil d'administration de la Société française en nutrition du sport, c'est ça? Oui, j'en fais toujours partie. D'accord. Oui, depuis très longtemps. Et en quoi ça consiste du coup? Alors, c'est un petit groupe de diététiciens et médecins du sport. Alors, on est tous un peu dans la France, dispatchés dans la France et à Monaco, du coup. Et on a un lien mensuel, on a une réunion en visio. On se donne 1 heure chaque mois pour développer, on va dire, ou en tout cas renforcer le rôle du diététicien du sport auprès des sportifs. Donc, on essaye de faire aussi une journée annuelle, des webinaires. On va lancer des webinaires là prochainement. On a aussi beaucoup travaillé sur les compléments alimentaires et notamment le risque vis-à-vis du dopage, et aussi de bien faire passer le message que la composition n'est pas la même d'un complément alimentaire normalisé à un autre. Donc voilà, l'idée c'est de travailler aussi bien sur le rôle du diététicien et de le faire connaître et de le pérenniser, que d'informer le sportif et de lui dire, voilà, si vous souhaitez avoir des conseils en nutrition du sport, orientez-vous sur l'un des diététiciens ou médecins formés en nutrition du sportif. Voilà, parce que c'est quand même, ça nécessite une spécialisation. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on a encore des progrès à faire en termes de nutrition? Bien évidemment, oui, parce que on va progresser, on progresse sans arrêt, aussi au fil des découvertes scientifiques. Bien sûr. Et des nombreuses publications. Donc certainement qu'on va encore évoluer.
Sur les recommandations aussi, par exemple, je pense aux acides gras. On a changé nos recommandations en 2010, si j'ai bonne mémoire. Alors que voilà, on est passé par exemple de 30-35% à 35 à 40% de l'apport calorique journalier. Donc bien évidemment, les connaissances évoluent et donc on évoluera aussi dans nos pratiques. Il y a des zones que vous n'arrivez pas encore à complètement explorer? Alors déjà, c'est très très vaste, parce que finalement, quand on parle de nutrition, vous voyez, il y a la nutrition du sportif, la nutrition pédiatrique, la nutrition des maladies métaboliques. Il y a quasiment autant de nutrition que de pathologies. Voilà, c'est toujours... Donc forcément, ça demande toujours de se spécialiser et de pousser la veille bibliographique aussi dans ces domaines-là, pour être toujours à peu près au courant de l'actualité. Et il y a beaucoup de publications. Donc après, il faut aussi faire le tri dans les publications qui sont... je dirais fiable, parce que vous pouvez aussi trouver des résultats qui ne sont pas concordants. Donc il faut regarder comment les études ont été faites, si on peut s'appuyer dessus, et puis regarder aussi s'il y a des consensus ou pas, et pour pouvoir aussi faire le tri des informations, y compris dans les publications scientifiques. Un dernier petit mot pour conclure, Séverine, et pour faire un espèce de petit résumé sur ce qu'on s'est dit. C'est quoi bien s'alimenter ? Il y a plusieurs dimensions, puisque dans l'alimentation, il y a déjà le besoin physiologique. Donc bien sûr, bien s'alimenter, c'est déjà répondre à ses besoins physiologiques, donc en termes d'apport calorique, pour équilibrer sa dépense énergétique, quelle qu'elle soit, pour le sportif, pour l'enfant, adolescent, la femme enceinte, etc. Couvrir les besoins nutritionnels, comme je vous disais, en acides gras essentiels, parce que le corps ne s'est pas fait tout fabriquer, et qu'il y a aussi des choses qu'on doit apporter par notre alimentation, donc il faut s'assurer que tout ça soit bien couvert. Mais il y a aussi une dimension culturelle, hédonique, plaisir, qu'il ne faut pas négliger, pour le bien-être global de la personne. Très bien. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir répondu Merci à vous. Présent à l'invitation. C'était très intéressant. On a appris davantage de choses sur l'alimentation des sportifs. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite avec un nouvel Invisible.